Bonjour à tous et bienvenue pour cette 9e vidéo de rétrospective 2023. Après les progressions du top 100 et les entrées du top 100, je vais vous présenter aujourd'hui les joueurs et les joueuses qui ont chuté cette année. Certains d'entre eux sont restés dans le top 100 et même parfois encore bien classés. D'autres ont vraiment sombré au classement ou en ont peut-être même disparu. La seule règle, c'est qu'ils étaient dans le top 100 l'an dernier et qu'ils ont connu une chute assez considérable. Je commence tout d'abord avec les 5 garçons qui ont le plus reculé. Et tout d'abord, Casper Ruud, qui, malgré qu'il soit encore 11e mondial, a quand même connu un sévère recul cette année. Depuis son arrivée sur le circuit il y a 5 ans, le Norvégien n'a cessé de progresser. Considéré essentiellement comme un terrien, il a tout de même remporté 9 titres entre 2000 et 2022, tous des ATP 250 et 8 d'entre eux sur terre battue. Et il avait jusqu'à l'an dernier également atteint les demi-finales des 3 Masters 1000 sur terre battue à Monte-Carlo, à Madrid et à Rome. Mais l'année passée, il a pris une dimension supérieure en atteignant ses 2 premières finales en Grand Chelem, à Roland-Garros, bien sûr, là où il était attendu, mais également à l'US Open. Il avait déjà prouvé plus tôt dans l'année ses progrès sur dur, puisqu'il avait déjà atteint donc une finale à l'ATP 1000 de Miami. Et cette très bonne performance lui avait permis de terminer à la 3e place mondiale. Et c'est peu dire qu'il a connu quelques difficultés en ce début d'année à confirmer cette saison 2022 supersonique. Il faut en effet attendre la saison sur terre battue pour le voir remporter 2 matchs de suite. À l'Open d'Australie par exemple, il est battu au 2e tour par Jenson Brooksby. Et il ne gagne qu'un match également lors des ATP 1000 d'Indian Wells et de Miami. De retour sur terre, il remporte tout de même un premier bon titre à Estoril, sans battre toutefois de joueurs du top 30. Mais ses résultats dans les tournois suivants sont tout de même moins bons. Il perd ainsi au 3e tour à Monte-Carlo et à Barcelone, et d'entrée à Madrid. Il se reprend tout de même à Rome, où il atteint les demi-finales, à nouveau sans rencontrer de joueurs du top 30. Et il n'est battu que par Holger Rune en 3-7. À Roland-Garros, par contre, il se montre à nouveau sur son meilleur jour, atteignant une 3e finale en Grand Chelem, après des succès face à Holger Rune et Alexander Zverev. En finale, par contre, il est battu en 3-7 par Novak Djokovic. Peu à l'aise sur gazon, il est battu au 2e tour de Wimbledon. Par la suite, il atteint encore la finale du tournoi de Bastad et un quart de finale à Hambourg, mais sa fin de saison est à l'image de son début. Surpris en 5-7 au 2e tour de l'US Open par le chinois Zhang, il perd également en 8e de finale à Montréal ou à Shanghai, et dans les tournois de moindre catégorie, il n'atteint qu'un seul quart de finale à l'ATP 500 de Pékin. Cette suite de contre-performances l'empêche donc de disputer les Masters, où il avait atteint la demi-finale en 2021 et la finale en 2022. Et le voilà donc ressorti du top 10. Alors il n'y a rien de très inquiétant pour lui, il n'a que 25 ans et il a de nombreux mois devant lui pour réaliser des performances suffisantes pour retrouver son meilleur niveau. Le joueur de notre sélection est Félix Auger-Aliassime. L'Indien de 23 ans avait jusqu'ici connu une progression linéaire. Dès 2019, il était entré dans le top 100 et il était alors le premier joueur né dans les années 2000 à l'intégrer. Demi-finaliste de l'US Open 2021, puis vainqueur de 4 titres en 2022. Il s'installe dans le top 10, durablement le pensait-on alors. Son premier gros tournoi de la saison à l'Open d'Australie avait plutôt bien démarré puisqu'il s'est hissé en 8e de finale, mais il y a été surpris par le Tchèque Leka. Il a encore atteint ensuite les quarts de finale à Rotterdam, les demi-finales à Doha et un nouveau quart de finale à Indian Wells, seulement battu par Carlos Alcaraz. Mais après une élimination prématurée à Miami, il annonce souffrir de douleurs au genou gauche et renonce à disputer plusieurs tournois sur terre battue. Il revient pour Madrid mais s'y incline d'entrée, tout comme à Rome. Il peine vraiment à retrouver son meilleur niveau durant les mois suivants puisqu'il perd également d'entrée à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open, ainsi que devant son public lors de l'ATP 1000 de Toronto. Il ne retrouve le sourire qu'en toute fin de saison, à Bâle où il conserve son titre dans un ATP 500, en battant notamment Holger Rune et Hubert Hurkacz. Son incapacité à retrouver rapidement son meilleur niveau après une blessure explique cette chute impressionnante de la 6e à la 29e place, mais le Canadien est encore tout jeune, 23 ans on l'a dit, donc il a tout à fait les moyens de retrouver le top niveau. C'est également une blessure qui est la cause du net recul de Matteo Berrettini cette année. L'Italien de 27 ans avait connu son heure de gloire en atteignant la finale à Wimbledon en 2021, et il avait encore brillé l'an dernier, atteignant notamment les demi-finales à l'Open d'Australie
et les quarts de finale à l'US Open, mais il avait déjà connu 2 sérieux pépins physiques, notamment une blessure à la main qu'il avait contraint à loper toute la saison sur terre battue. Remis sur pied à temps pour défendre sa finale à Wimbledon, il avait été contraint à déclarer forfait à la veille du tournoi suite à un test positif au Covid. 7e mondial fin 2021, il avait déjà connu un léger recul puisqu'il était 16e mondial un an plus tard, mais sa demi-finale en Australie et son quart à l'US Open lui avaient permis de garder un classement quand même assez correct. Et d'ailleurs, il a encore plutôt bien débuté la saison 2023 puisqu'il a atteint la finale de la United Cup avec l'équipe italienne, en battant des joueurs comme Ruud ou Urcax. Par contre, surpris d'entrer à l'Open d'Australie par le revenant Andy Murray au terme d'un marathon en 5-7. Une déchirure aux abdominaux cette fois le contraint à l'abandon lors des quarts de finale à Acapulco. Il dispute tout de même les tournois d'Indian Wells et de Miami, mais s'incline à chaque fois au premier tour. Après un nouveau forfait en 8e de finale de Monte-Carlo, il décide de renoncer à toute la saison sur terre battue. De retour pour Wimbledon, son tournoi fétiche, l'Italien atteint de nouveau les 8e de finale après une belle victoire sur Alexander Zverev, et il n'est battu qu'en 4-7 par Carlos Alcaraz, le futur vainqueur. Ses résultats durant l'été ne sont pas brillants non plus, et il est à nouveau contraint au forfait lors de son 2e tour à l'US Open. Et ce sera d'ailleurs son tout dernier tournoi de la saison. C'est bien dommage de voir Berrettini sombrer à ce point au classement. L'Italien a autant de talent que de charisme, et il mérite vraiment de retrouver le top 10 rapidement. Par le passé, une première victoire en Coupe Davis pouvait faire rentrer un joueur dans une nouvelle dimension. Ce fut le cas notamment pour Rafael Nadal et Novak Djokovic. Mais peut-être que le nouveau format de la compétition rend la victoire moins compliquée et du coup n'apporte pas le même capital confiance à celui qui y triomphe. En tout cas pour les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov qui l'ont remporté en décembre 2022, on ne peut pas vraiment dire que l'année suivante ait été une réussite. Surtout pour Shapovalov d'ailleurs qui lui est même sorti du top 100. D'un an l'aîné d'Auger-Aliassime, Shapovalov s'était montré également très précoce puisqu'il avait atteint le 10e rang mondial en septembre 2020 alors qu'il n'avait que 21 ans. Il confirmait moins d'un an plus tard en atteignant notamment les demi-finales à Wimbledon. Mais depuis, hormis quelques coups d'éclat, il semblait stagner un petit peu entre la 15e et la 20e place. Et c'était encore le cas en ce début d'année puisqu'il a tout de même atteint un bon quart de finale à Adélaïde lors de son premier tournoi, puis un 3e tour à l'Open d'Australie, seulement battu par Hubert Hurkacz. Mais une blessure au genou va ensuite gâcher la suite de sa saison. Il subit plusieurs défaites prématurées durant la tournée sur dur aux États-Unis avant de renoncer à disputer une partie de la saison sur terre battue. Il revient à Roland-Garros et franchit 2 tours avant d'être tout de même largement dominé par Carlos Alcaraz. Et à Wimbledon, il va tout de même se hisser jusqu'en 8e de finale, sans rencontrer de joueurs de grand niveau non plus, finalement éliminé en 4-7 par la surprise de ce tournoi, le russe Roman Safulin. Et ce résultat sera le meilleur de sa saison, car on ne le reverra plus sur un court, toujours en raison de cette blessure au genou. Il n'a évidemment que 24 ans et encore l'avenir devant lui, pour autant il ne connaisse plus évidemment de pareils pépins physiques. Enfin, comment ne pas évoquer les chutes au classement sans parler de Rafael Nadal? Le Mallorquin, qu'on ne présente évidemment plus, se retrouve désormais à la 670e place mondiale. Ses quelques sorties fin 2022 paraissait déjà très poussive et très inquiétante pour ses fans. Il avait ainsi perdu plusieurs rencontres au physique, un comble pour un joueur qui avait basé une grande partie de sa carrière sur cet atout. Et ça s'est confirmé en ce début de saison. Il a de nouveau perdu 2 matchs en 3-7 après avoir remporté la première manche lors de la United Cup. Puis à l'Open d'Australie, après avoir tout de même remporté un match, il s'incline en 3-7 face à Mackenzie McDonald. Touché à la hanche, il annonce ensuite plusieurs forfaits avant de renoncer à disputer plus de matchs en 2023. Il tentera malgré tout un retour en 2024 après s'être soigné, mais il a déjà annoncé que ce serait sa dernière saison. Alors que va-t-il se passer durant cette saison pour lui? Bien malin celui qui pourrait le dire, mais évidemment, connaissant le personnage, il ne vient certainement pas pour jouer le second rôle. C'est évidemment sur terre battue et notamment à Roland-Garros qu'on s'attend à le revoir à son meilleur niveau. Encore faut-il évidemment qu'il tienne le coup physiquement.
Chez les filles, le recul le plus étrange est sans doute à mettre à l'actif de Caroline Garcia. La Française a en effet été l'une des grandes animatrices de la saison 2022, surtout la deuxième partie de cette saison. Gagnante à Cincinnati, demi-finaliste à l'US Open et surtout vainqueur au Masters, elle avait de août à novembre remporté même plus de points qu'Iga Swiatek et elle terminait cette année à la 4e place mondiale. Elle débutait donc 2023 avec énormément d'ambition, mais dès la tournée australienne, on remarquait qu'elle ne tournait pas vraiment au même régime que dans les mois précédents. Elle atteignait tout de même un quart de finale à Adélaïde et un huitième de finale à l'Open d'Australie. Mais dans ce dernier tournoi, elle a été surprise par la Polonaise Magdalinette, qui était tout de même une grosse contre-performance. Par la suite, la Française a rejoint la finale du tournoi de Lyon, sans toutefois rencontrer de joueuses du top 50. Et elle a disputé une deuxième finale à Monterrey. Cette fois, elle a tout de même battu Elise Mertens. Dans les tournois principaux, par contre, son début d'année était vraiment très compliqué. Elle a ainsi perdu d'entrée à Dubaï et Miami et en huitième de finale à Indian Wells. Sa saison sur terre battue n'est pas terrible non plus puisque, hormis un quart de finale à Stuttgart, elle perd précocement face à des joueuses assez moyennes, tant au WTA 1000 de Madrid contre Mayar Sherif que celui de Rome contre Camila Osorio. Ce n'est donc pas vraiment une surprise de la voir perdre dès le deuxième tour à Roland-Garros face à la Russe Anna Blinkova, seulement 56e mondiale. Les choses ne s'arrangent pas vraiment sur le gazon, elle atteint tout de même 2 quarts de finale dans des tournois préparatoires, mais elle est surprise au troisième tour de Wimbledon par la Tchèque Marie Bouskova. Comme elle avait peu de points à défendre durant ses 6 premiers mois, son classement, elle s'est maintenue dans le top 10, mais les choses commencent à devenir compliquées pour elle à partir de l'été. Elle s'incline en effet d'entrée à Washington, à Montréal et à Cincinnati, avant d'être surprise par la chinoise Yafan Wang au premier tour de l'US Open, et en plus elle ne lui prend que 5 jeux. Déjà assurée de ne plus retrouver sa place dans le Masters, Caroline Garcia termine plutôt pas mal la saison quand même, avec une demi-finale à Guadalajara et des quarts de finale à Tokyo et à Pékin. Ce n'est toutefois pas suffisant pour éviter la chute, et elle n'est plus que 20e mondiale, un an après son exploit des Masters. Caroline Garcia avait déjà connu une pareille mésaventure lors de sa première accession au top 10 grâce à de très bons résultats fin 2017. Elle était de nouveau rentrée dans le rang et avait chuté jusqu'à la 74e place mondiale en 2021. Aujourd'hui, âgée de 30 ans, elle ne va pas pouvoir faire le yo-yo comme ça pendant des années si elle veut un jour atteindre son objectif de remporter un grand chelem. Depuis son arrivée sur le circuit il y a 5 ans, Danielle Collins est également une habituée des montagnes russes. Demi-finaliste de l'Open d'Australie 2019, elle avait ensuite connu des hauts et des bas, mais en se maintenant toutefois dans le top 50 depuis lors. En 2022, elle avait atteint cette fois la finale à l'Open d'Australie, et ce résultat lui a permis d'enfin entrer dans le top 10, pour atteindre son maximum, la 7e place mondiale. Sa saison 2023 ne va toutefois pas être au même niveau, et elle va donc chuter au classement. Elle n'a pas eu beaucoup de chance au départ, elle a rencontré 2 fois Elena Rybakina durant sa tournée australienne, dont la deuxième fois dès le 3e tour de l'Open d'Australie. Elle a donc perdu pas mal de points déjà à cette occasion, et chuté au 42e rang. Les tirages au sort suivant ne sont pas beaucoup plus favorables puisqu'elle perd contre Jelena Ostapenko au premier tour à Abu Dhabi ou contre Iga Swiatek au deuxième tour de Doha. Mais les choses se compliquent un petit peu par la suite. Elle perd plusieurs matchs face à des joueuses classées en dehors du top 50, comme Marta Kostyuk lors de sa demi-finale de Austin, ou Dalma Galfi, la hongroise, au premier tour d'Indian Wells. À Miami, c'est Jessica Pegula, numéro 3 mondial tout de même, qui met fin à son parcours au troisième tour. Blessée, elle a ensuite renoncé à disputer une bonne partie de la saison sur terre battue, avant de revenir pour Roland-Garros, où elle est de nouveau tombée sur Jessica Pegula dès son entrée en jeu. De retour sur pied à Wimbledon, elle passe un tour et ne perd qu'au tie-break du dernier set face à Belinda Bencic au deuxième. Elle revient bien par contre durant l'été, puisque à Montréal, elle sort des qualifications et se hisse en quart de finale après de très belles victoires sur Elina Svitolina, Maria Sakkari ou Leila Fernandez, et elle ne perd d'ailleurs qu'en 4-7 face à Iga Swiatek. Elle retrouve d'ailleurs la Polonaise au deuxième tour de Cincinnati, mais cette fois, elle ne parvient à lui prendre qu'un seul jeu. Et elle est également battue au deuxième tour de l'US Open par Elise Mertens. Après une bonne demi-finale à San Diego, elle doit de nouveau abandonner au premier tour à Guadalajara et met ainsi un terme à sa saison. Souvent blessée donc, Danielle Collins est désormais sortie du top 50. Elle aussi a 30 ans désormais et devra se ménager physiquement si elle veut revenir à son top niveau. Paula Badosa est une autre ancienne top 10 qui a chuté cette saison au classement en raison d'une blessure. L'Espagnole s'était révélée en 2021 en remportant le WTA 1000 d'Indian Wells et en atteignant notamment les quarts de finale à Roland-Garros. Cette double performance ainsi que quelques bons résultats d'ensemble
lors des WTA 1000 lui ont même permis d'atteindre la 2e place mondiale en avril 2022. Mais une blessure la gêne déjà durant la deuxième partie de la saison 2022, qu'elle termine finalement hors du top 10. 2023 sera aussi marqué par de très nombreuses blessures, et elle doit déjà abandonner lors de son tout premier tournoi à Adélaïde, puisqu'elle se blesse à la cuisse et renonce à disputer sa demi-finale. Par la suite, elle annonce également son forfait pour l'Open d'Australie. Elle revient lors de la tournée dans le golfe Persique, mais subit 2 défaites d'entrée à Doha et à Dubaï. Elle semble un petit peu mieux lors des tournois WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami, puisqu'elle atteint le 3e tour et est à chaque fois battue par Elena Rybakina, mais dans des matchs assez disputés. Elle réalise ensuite plusieurs bonnes performances lors des tournois sur terre battue. À Charleston par exemple, elle était éliminée seulement en quart de finale par Jessica Pegula, puis à Stuttgart, elle est battue au même stade par Aryna Sabalenka en 3-7. Au WTA 1000 de Madrid, elle atteint ensuite les 8e de finale après une très belle victoire sur Coco Gauff. Et à Rome, elle se hisse jusqu'en quart de finale en battant notamment Hans Jabeur et en perdant seulement contre Jelena Ostapenko en 3-7. La poisse la poursuit puisqu'elle est atteinte d'une fracture de stress à la colonne vertébrale et renonce à disputer Roland Garros. Elle s'inscrit tout de même à Wimbledon et passe un tour, mais abandonne lors de son 2e tour face à Marta Kostyuk. Elle décide alors de se mettre au repos et ne disputera plus le moindre tournoi de la saison. Du coup, cette saison, Paula Badosa a beaucoup plus fait parler d'elle sur les réseaux sociaux que sur les terrains de tennis. Au mois de mai, elle annonce en effet être en couple avec Stefanos Tsitsipas et ce nouveau couple star du circuit va faire les belles heures des réseaux sociaux durant le restant de l'année. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le parcours un peu compliqué d'Amanda Anisimova. Vous pouvez retrouver mes articles sur le sujet dans les meilleurs juniors de 2017, les meilleures entrées de 2018, les meilleures progressions de 2019 et de 2022 puisqu'elle avait chuté entre-temps. Tout ça se trouve encore en ligne sur notre site, je vous laisse chercher un petit peu. L'américaine avait en tout cas réalisé un très bon début de saison en 2022, remportant notamment un titre à Melbourne et atteignant les quarts de finale à Wimbledon, à Madrid et à Rome. Ses performances lui avaient permis de revenir tout proche du top 20. Malheureusement, la deuxième partie de sa saison va être beaucoup plus compliquée. Elle va abandonner à plusieurs reprises et finalement renoncer à disputer les tournois après l'US Open. Elle revient en Australie et passe un tour à Adélaïde avant de chuter d'entrée à l'Open d'Australie face à Marta Kostyuk. Elle franchit un tour tout de même à Dubaï, mais subit ensuite plusieurs défaites d'entrée à Indian Wells face à Noskova, à Miami face à Brengel et à Madrid face à la qualifiée Aran Sarus. Ne cachant pas son mal-être durant cette période, elle finit par annoncer qu'elle se met en retrait du circuit à partir du mois de mai. Amanda Anisimova fait partie de cette longue liste de joueuses qui supportent très difficilement la vie sur le circuit et tout ce qui va avec, la célébrité et tout ça. Depuis le décès de son papa et entraîneur en 2019, elle n'a jamais vraiment retrouvé l'énergie dont elle faisait preuve en tout début de carrière et qui avait fait d'elle une joueuse très précoce puisqu'elle avait déjà atteint la 21e place à 18 ans. Aujourd'hui âgée de 22 ans, elle est évidemment encore bien jeune et pourrait très bien retrouver le circuit, mais encore faut-il qu'elle en ait la volonté et le courage. Et en parlant de santé mentale, il est évidemment impossible de ne pas citer le cas de Naomi Osaka. La japonaise de 26 ans a également connu de nombreuses émotions contradictoires depuis son arrivée sur le circuit. Elle aussi était entrée dans le top 50 à seulement 19 ans, avant de remporter l'US Open 2 ans plus tard. S'en est suivi une deuxième victoire à l'US Open en 2020, ainsi que des titres à l'Open d'Australie en 2019 et 2021, ainsi qu'une première place mondiale acquise pour la première fois fin janvier 2019. Mais entre ces 4 titres, Osaka a de nombreuses reprises évoqué ses problèmes de santé mentale et ses difficultés sur le circuit. De nombreuses blessures avaient également émaillé sa saison 2022, qu'elle n'avait déjà terminée qu'à la 42e place mondiale. En janvier 2023, Naomi Osaka annonce qu'elle est enceinte et qu'elle ne disputera pas le moindre tournoi de la saison. Et c'est le 12 juillet qu'elle donne naissance à sa petite fille. Cette année sabbatique semble lui avoir redonné le sourire puisqu'elle a annoncé qu'elle reviendrait dès l'Open d'Australie. Elle a en tout cas décidé de renouer avec Wim Fissette, l'entraîneur qui l'avait mené à ses plus grands titres. Difficile par contre d'imaginer quels vont pouvoir être ses résultats, un petit peu à l'image de Rafael Nadal, mais contrairement à l'Espagnole, elle est encore très jeune et il sera vraiment intéressant de voir si elle peut se mêler de nouveau à la lutte pour la place de numéro 1 mondial avec Iga Swiatek ou Aryna Sabalenka.